Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Lebouc, je suis le président de GreenSpector et je vais vous parler aujourd'hui d'une stratégie bas carbone qu'on peut effectivement intégrer dans un site e-commerce. Nous avons basé ce webinaire sur la base d'une étude de mesures que nous avons réalisée sur un top 100 des sites e-commerce et pour lequel nous avons fait une évaluation environnementale que nous allons vous présenter également dans le cadre de ce webinaire. En quelques mots et sur l'introduction, GreenSpector, pourquoi GreenSpector vous parle de climat, pourquoi GreenSpector vous parle de sobriété et de cet impact, on va dire, carbone, de stratégie carbone. GreenSpector est une société, donc éditeur d'une solution qui permet d'accompagner des démarches d'éco-conception d'applications, de services numériques, et qui vise à réduire l'impact environnemental des applications mobiles, web et IoT. Sous la forme d'un processus relativement simple, en mesurant, puis en analysant, et puis bien sûr, l'idée c'est de lancer des plans d'action sur la base de ces mesures qu'on va pouvoir faire sur des use cases des applications. Notre savoir-faire, il repose en fait sur l'expérience utilisateur, notamment en mobilité, hein, puisqu'on voit qu'en mobilité, on retrouve des contraintes qui sont liées à finalement la non-maîtrise d'un environnement de réseau, de device qu'on ne maîtrise pas toujours. On va parler finalement de nouveaux indicateurs qui vont permettre de qualifier la qualité ou on pourrait appeler ça la performance d'un service numérique en parlant d'inclusion. Est-ce que je m'adresse bien à tout le monde avec une même égalité de chance, une même façon d'accéder à mon service? Inclusion, donc on pourrait parler de fracture numérique également. De la performance, puisqu'on sait que la performance est un enjeu important et elle peut se dégrader notablement quand on est en mobilité ou quand on est en ressources contraintes. L'écologie, qui est un petit peu le fer de lance de notre stratégie. L'écologie, parce qu'effectivement, on a besoin, dans un numérique qui consomme de plus en plus, de réduire nos impacts environnementaux. Et la sobriété, qui permet effectivement d'être plus sobre, bien entendu, sur le device de l'utilisateur, mais sur l'ensemble de la chaîne, et de consommer moins de ressources, moins d'énergie. Nous associons également la discrétion, puisqu'on voit que la discrétion a un impact, on va dire, sur l'écologie, d'une certaine manière, bien sûr aussi, de respecter la vie privée des utilisateurs quand vous leur construisez un service numérique ou quand vous leur adressez des contenus numériques. En introduction du contexte global du numérique, je pense que vous savez tous, mais c'est toujours bien de le rappeler, le contexte global du numérique est en pleine expansion. On a des usages de plus en plus fréquents, des moments de consommation plus nombreux et plus longs, une population mondiale qui accède à ce numérique qui est de plus en plus connectée. Il y a une digitalisation des entreprises qui s'accélère également. On voit bien que c'est un levier important de la croissance économique et aussi de l'adaptation, bien sûr, au business de manière générale. Donc un numérique de plus en plus gourmand et impactant en termes environnementaux. Aujourd'hui, nous estimons, bien sûr c'est une estimation, mais c'est pas nous qui le disons, hein, c'est le Shift Project et d'autres organisations mondiales qui travaillent sur ces sujets. Il y a à peu près, le numérique représente à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, mais avec une croissance très forte qui montre que nous devons aussi travailler sur ces sujets puisque on imagine que d'ici quelques années, avec une augmentation par an de 9% de ce chiffre, de 4% des gaz à effet de serre, nous aurons à peu près une équivalence, nous aurons 9% d'impact donc en termes de gaz à effet de serre, ce qui représente autant en 2025 que les véhicules légers. Donc effectivement, autant le numérique, c'est quelque chose qu'on a plus de mal à sentir comme quelque chose d'impactant au niveau environnemental, alors que des véhicules légers, ça parle un peu plus, hein, c'est peut-être beaucoup plus physique. On sent aussi le côté pollution associé à ces véhicules légers. Et donc, on voit que ça représente quand même un sujet dont il faut se préoccuper et sur lequel, bien sûr, nous avons une responsabilité en tant que consommateur, mais aussi en tant que concepteur. Effectivement, agir pour un numérique responsable, c'est pas uniquement de dire on doit moins consommer. Certes, effectivement, on doit probablement mieux consommer, faire attention à la manière dont on accède à ces services numériques, la manière dont on va les utiliser, la manière dont on va y aller et la fréquence, bien entendu. Mais le concepteur a une part de responsabilité très très importante. Parce que c'est lui qui va mettre à disposition ce service numérique, ces contenus numériques, et donc effectivement, il doit intégrer cette dimension dans son projet. Pour les applications et les sites objets qu'on va souvent utiliser, c'est d'autant plus fort, puisque forcément, plus on va avoir un usage fréquent de ces objets numériques, de ces applications, et forcément, plus on va avoir un impact. Plus ces services
couvre des utilisateurs fréquents, et forcément, plus la responsabilité augmente. Voilà. Donc, pourquoi le e-commerce? Le e-commerce, c'est un sujet qui effectivement est important puisqu'il y a énormément d'utilisateurs qui achètent, hein, bien sûr, des choses en ligne. Et le e-commerce ne fait que progresser dans sa diffusion et ses parts de marché versus le commerce physique traditionnel. Et pourquoi effectivement avoir choisi ce sujet-là? Alors, la première chose, c'est pas un sujet qui est propre au e-commerce, mais ce qui est important, c'est de se mesurer pour se situer. Parce que tant qu'on n'a pas effectivement cette première métrique initiale et cette première mesure de consommation, eh bien, on ne sait pas se situer, on ne sait pas savoir si on est bien ou pas bien, comment on est par rapport aux autres. Et bien sûr, la deuxième façon, c'est se situer pour s'améliorer, pour pouvoir à nouveau se remesurer, pour pouvoir à nouveau savoir où on se situe. Est-ce qu'on a fait des progrès ou pas? Donc l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement quand on prend l'axe e-commerce, qui est un sujet vraiment important, prégnant sur l'impact qu'il va avoir sur l'environnement et sur le numérique, on va déjà voir comment on peut évaluer l'impact carbone d'un site e-commerce. Ce qui est important puisque ça permet tout de suite de se projeter sur une méthodologie, on va dire, pragmatique et de pouvoir ensuite se remesurer et de se situer. Comment classer le top 100 e-commerce, hein? Comme je vous l'ai dit, on a effectivement situé un certain nombre de sites web qui font partie du top 100, donc ceux qui sont les plus responsables, on va dire, de cet impact, puisque c'est eux qui génèrent le plus de trafic également sur le net. Comment ces sites peuvent s'améliorer et comment ils peuvent améliorer leurs impacts. Et puis on fera le lien avec d'autres métriques, d'autres indicateurs, l'inclusion business, la résilience, la scalabilité, la sobriété numérique, qui sont finalement plus ou moins liés, et on le verra de quelle manière. L'objectif effectivement de ce webinaire, c'est de traduire comment piloter une stratégie digitale bas carbone pour un site e-commerce. Quand on parle de e-commerce, comme je le disais en introduction de ce chapitre, on a une croissance forte de ce e-commerce, de plus en plus de parts de marché, on va dire, liées à ce e-commerce, de plus en plus de commandes en ligne, et qui font que derrière, forcément, l'impact associé au site qui va accompagner cette démarche de e-commerce va forcément augmenter. Plusieurs millions de connexions par mois, ces sites e-commerce en moyenne sur le top 100, forcément un attrait important et des transactions numériques importantes. Des temps de parcours qui s'allongent, beaucoup de choses se font en ligne, des choix, de plus en plus on voit le produit, on peut jouer avec quelque part à l'écran, donc de plus en plus de parcours qui s'allongent. De plus en plus sur mobile, puisque effectivement le mobile prend le pas seulement sur l'e-commerce, mais dans l'ensemble des navigations qu'on peut faire sur le web. Mais le e-commerce est de plus en plus touché, y compris dans le tunnel de paiement, où on voit que le mobile sert de plus en plus finalement à la fois pour découvrir un produit, regarder ce produit, le comparer, regarder l'avis des consommateurs qui l'ont déjà utilisé, qui l'ont déjà acheté, et puis effectivement le côté paiement qui était pour l'instant un peu moins en vogue, on va dire, sur la partie mobile, mais qui se renforce aujourd'hui, qui prend des parts de marché également. Avec un dogme de la haute performance, ce qui veut dire qu'on doit avoir une interactivité très forte parce qu'on sait qu'un consommateur, il doit avoir une réponse rapide, et donc effectivement la performance est une notion qu'on retrouve énormément et qui fait qu'on doit surdimensionner des capacités pour pouvoir absorber, à la fois répondre à cette demande de performance, mais également pouvoir faire face à un afflux important de e-consommateurs sur le site. Donc, comme je vous le disais, on est parti sur le top 100 du e-commerce en France. Donc, par rapport à ça, bien entendu, il est lié au fait qu'il y a un fort trafic sur ces sites et avec un impact renforcé lié à la volumétrie d'usage de ces sites. Donc, forcément, une responsabilité environnementale numérique beaucoup plus forte quand on est un site e-commerce plutôt qu'un site, on va dire, on va dire institutionnel, par exemple. Les données de volumétrie qu'on a choisies pour cette étude proviennent d'une étude qui a été réalisée par SimilarWeb et e-commerce Nation, qui ont finalement traduit ce top 100 du e-commerce et sur lequel on s'est appuyé pour prendre les informations, on va dire, de navigation, de temps de visite, de nombre d'écrans, par exemple, et de volumétrie d'accès à ces sites pour pouvoir nous-mêmes projeter des impacts carbone de ces sites. Pour la lecture des chiffres, j'ai mis une métrique qui est importante à rappeler puisque je vais comparer finalement l'impact de ces sites, alors à la fois en carbone, mais souvent je prendrai une unité
peut-être plus facile à comprendre, qui est l'impact carbone d'un véhicule léger en France. Il est de 112 grammes en équivalent CO2, qui est l'unité du système international, par kilomètre. Ça vous permettra de vous projeter sur des métriques peut-être plus faciles à manipuler que de l'équivalent CO2, et je ferai souvent la référence à cette métrique. Comment évaluer l'impact carbone d'un site, qu'il soit e-commerce ou un autre? En fait, il y a 3 parties, on va dire, qu'on va adresser. La première, le data center, le deuxième, le réseau, et la troisième, on va dire, le device par lequel on va se connecter, qu'il soit mobile, tablette, qu'il soit PC, portable ou pas. On va effectivement avoir ces 3 parties sur lesquelles on va avoir des impacts qu'on va devoir finalement cumuler pour pouvoir traduire l'impact carbone d'un site. Le data center, et énormément de paramètres bien sûr derrière. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de savoir comment on peut faire pour améliorer ces différents paramètres, mais il y a forcément l'efficacité électrique du data center. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'électricité pour faire tourner mes serveurs, le refroidir, etc. Donc, on va parler d'un PUE, mais qui va permettre de comparer les data centers entre eux et de se dire, effectivement, je vais avoir un impact énergétique moins important dans certains data centers que d'autres. La valeur carbone de l'électricité alimentant le data center, en fait, effectivement, puisque parfois on peut avoir de l'électricité qui est produite, on va dire, de manière nucléaire ou de manière, on va dire, liée à des centrales à charbon ou des moyens, on va dire, plus éco-responsables. La durée de vie du matériel qu'on va mettre dedans, qui va avoir un impact très important, puisqu'on sait qu'une grosse partie de l'impact environnemental se situe dans le matériel et sa fabrication. Donc forcément, plus vous faites durer votre matériel et plus vous réduisez votre impact environnemental sur sa durée d'usage. Le volume de données, la consommation du traitement, bien sûr, tout ce qui va permettre de dire votre site web, derrière, il a des programmes qui sont plutôt gourmands, qui vont utiliser beaucoup de ressources ou pas dans ce data center. Et puis, il va y avoir aussi d'autres métriques, comme on aurait pu en mettre une liste assez importante, mais je vous ai mis les principales. Le taux d'utilisation des machines. Si vous utilisez très peu une machine alors qu'elle est allumée pour vous, eh bien, vous allez avoir finalement beaucoup de pertes, puisque la machine va être finalement prête pour vous. Il va falloir la refroidir aussi derrière. Et du coup, d'une certaine manière, vous allez occasionner on va dire une consommation qui n'a pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas grand monde sur votre site. Au niveau du réseau, là, c'est des éléments qui sont un peu mis partout, on va dire, et non plus dans le data center et non plus au device. Donc là, c'est encore une nébuleuse plus importante. Mais effectivement, là, les paramètres qu'on va pouvoir prendre en compte quand on veut faire une évaluation carbone, c'est l'éloignement du stockage, de l'utilisation de la donnée. Est-ce que finalement, la donnée que j'utilise est très loin, est située très loin ou très proche de moi, hein. Ça peut être une vidéo, une image, on va dire, ou simplement des textes. Mais d'une certaine manière, voilà, il faut effectivement bien comprendre quel va être l'impact du réseau. Et on va parler de kilomètres octets parcourus quand on va parler d'impact carbone. Bien sûr, le type de réseau avec lequel l'utilisateur va se connecter, est-ce qu'il va être en réseau filaire, est-ce qu'il va être en réseau, on va dire, par onde, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. Et puis, bien sûr, des autres données qui vont être importantes, c'est le nombre de requêtes, le volume de données que vous allez utiliser et qui vont transiter via ce réseau et qui vont forcément l'encombrer et avoir un impact environnemental plus global sur l'infrastructure, mais sur lequel vous allez participer d'une certaine manière. Sur la partie device utilisateur, on va bien sûr avoir le type de device. Est-ce que je me connecte avec un écran plus grand, avec un device plus puissant, qui consomme plus, avec un mobile, avec une tablette, etc. Donc tout ça va avoir forcément un impact. On pourrait y rajouter la durée de vie, bien sûr, de ce matériel. Combien de temps je garde ce matériel, ou au bout de combien de temps, finalement, certaines pièces d'usure sont usées, comme la batterie, par exemple, sur un smartphone, qui vont faire que derrière, eh ben forcément, si je navigue 30 secondes sur les 2 ans d'utilisation ou sur les 5 ans, vous n'allez pas avoir les mêmes impacts en fonction de la durée de vie que vous allez, en fonction de votre impact carbone. L'efficience du matériel, est-ce que mon matériel est efficient, bien entendu. Le temps de consultation, le nombre d'étapes, etc., qui est important, puisque plus vous allez avoir de temps de consultation, de nombre d'étapes pour faire la même chose sur un site côté utilisateur, et forcément, plus vous allez utiliser d'électricité, plus vous allez utiliser de code-part de votre device pour finalement avoir le même niveau de service ou le même contenu. La taille de l'écran, bien sûr, va être important. L'OS embarqué, et il y a des OS qui sont plus ou moins consommateurs que d'autres. Les navigateurs utilisés, c'est pareil, les navigateurs peuvent être plus ou moins consommateurs et impactants. Et bien sûr, après, il y a plein d'autres paramètres. J'ai mis la luminosité qui est un paramètre important, puisque si vous êtes à 20% de luminosité sur votre écran ou 80% plutôt en usage outdoor, bah peut-être que forcément, vous n'allez pas avoir la même consommation sur votre téléphone ou sur votre écran d'ordinateur.
Donc, vous voyez qu'on est dans un environnement complexe sur lequel mesurer l'impact carbone d'un service numérique et d'un site e-commerce n'est pas si simple. Et c'est la raison pour laquelle il faut forcément faire des hypothèses. Il faut aussi faire il y aura forcément une incertitude liée puisqu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas toutes ces données. Et forcément, dans une démarche de projection en carbone, il va falloir avoir une méthodologie qui permette d'être simple et qui permet de donner des grandes tendances et de donner des grands chiffres, on va dire, de ce projet. Donc, sur les data centers et le réseau, quand on fait une étude, en général, sauf si on maîtrise le data center, effectivement, on connaît tous ces serveurs, on est capable de mettre des sons, de mesurer plein de choses dans le data center. Quand on est à l'extérieur de ce data center, on va être obligé d'utiliser des méthodes génériques. Le réseau, c'est pareil. Le réseau, on ne le maîtrise pas, on ne sait pas par où transite la donnée, est-ce qu'elle a été stockée à un endroit plus proche de l'utilisation ou pas, etc., etc. Donc, on va avoir finalement des données qui sont issues de données, de méthodes génériques sur lesquelles on va pouvoir évaluer en carbone, en équivalent CO2, on va dire, ces services numériques. Donc là, on s'appuie sur la méthode OneByte du Shift Project, qui va permettre de traduire pour chaque mégaoctet qui vont transiter sur le réseau et qui vont arriver, qui vont être servis par le data center ou les data centers, puisque les requêtes peuvent partir à plusieurs endroits quand on sert une page sur le web. On va pouvoir les modéliser en ayant un facteur d'émission d'équivalent carbone par mégaoctet. Ce qui veut dire que si vous avez des mégaoctets de la page servie à l'utilisateur, vous allez pouvoir projeter un équivalent carbone sur la partie data center réseau. Sur le device utilisateur, on va utiliser une méthodologie qui est propre à GreenSpector, qui va permettre à partir de la mesure de consommation d'énergie en milliwattheure d'une page sur un mobile, on va pouvoir le projeter sur un parcours et un nombre d'étapes, puis une projection en carbone qui va nous permettre de traduire de l'équivalent CO2 par milliwattheure à partir de ces mesures de consommation d'énergie et de ressources sur le smartphone. Donc, avec des hypothèses, bien sûr, puisque ici, on est parti d'un appareil mobile moyenne gamme. Bien sûr, on sait que l'accès au site e-commerce se fait sur des PC, sur des tablettes, sur du haut de gamme, moyenne gamme, mobile, etc. Donc, on va forcément faire une approximation, mais on va choisir effectivement de se projeter sur un mobile moyenne gamme avec un navigateur qu'il faut choisir. Donc, ça fait partie du périmètre et des contraintes des hypothèses qu'on a prises. On va aussi se positionner dans des hypothèses où on est en accès réseau, parfois Wi-Fi, parfois réseau 4G. Donc, on va avoir plutôt ce type de démarche en disant qu'on est en mobilité, en tout cas, ou en tout cas, on n'a pas mis de filaire, effectivement, dans ces hypothèses. La luminosité moyenne, pour dire je couvre à la fois des cas où on a besoin de moins de luminosité, où on est peut-être à 20 ou 30%, et des cas où on est plutôt en outdoor, on est plutôt à 80, voire 100% de luminosité. Le nombre de cycles de charge et de décharge, puisque c'est un facteur impactant sur la durée de vie d'un matériel, puisque la batterie est la première pièce d'usure d'un smartphone. On va établir que sur 500 cycles de charge et de décharge complète, finalement, la batterie est usée et on renouvelle son smartphone, qui fait que c'est comme ça qu'on va aussi intégrer la durée de vie et comment on va intégrer finalement le temps passé sur le site versus finalement le temps de vie finalement de ce smartphone. Et puis, on va, dans la méthodologie, on aurait pu faire des parcours sur toutes les pages du site. Pour des raisons méthodologiques et de temps, sur cette étude, on a décidé uniquement de travailler sur la homepage du site, qui permet de donner une bonne métrique, on va dire, d'ensemble pour un site qui est satisfaisante en tout cas. Bien sûr, on pourra aller beaucoup plus loin en faisant des parcours réels et les projeter ensuite sur du carbone. Quand on regarde, et là on rentre un petit peu dans les résultats de cette étude sur le top 100 des sites e-commerce, sur les visites, là je prends une visite, donc on a récupéré les temps de visite moyens d'un parcours. Et on sait qu'une visite en moyenne sur les sites e-commerce français, donc c'est des données qui sont sur le dernier semestre de l'année 2019, on sait qu'une visite c'est à peu près 5 minutes 28 par site e-commerce. Et quand on fait cette projection donc carbone sur le PC, sur la partie réseau et data center, on arrive à une équivalence de 2 grammes d'équivalent CO2. Donc effectivement, c'est difficile à interpréter sur cette mesure de grammes d'équivalent CO2, et c'est pour ça qu'on va la projeter pour mieux comprendre.
Une visite, globalement, si vous prenez une voiture, une visite sur un smartphone, donc là on revient sur un mobile, puis on se projette comme ça, c'est en moyenne, pour tous les sites, c'est à peu près 18 mètres d'une voiture, d'un véhicule léger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moyenne, qui se déplacerait, en intégrant bien sûr à la fois l'usage du carburant pour la faire rouler, bien entendu, mais également la phase de fabrication d'un véhicule et sa fin de vie. Donc on est sur l'ensemble du scope de l'équivalent CO2. Donc une visite, c'est 18 mètres en moyenne d'une voiture en France, voilà, en équivalence. Autre projection possible, une projection simple, 56 utilisateurs moyens sur un site moyen ont un impact de 1 km parcouru par un véhicule léger moyen. Voilà. Donc ça vous donne aussi des éléments plus tangibles, même si c'est compliqué de se projeter tout ça. Sachez que derrière chaque site, il y a des millions de connexions par mois. Voilà. On a 200 ou 300 millions pour certains sites. Il y en a qui sont effectivement moins populaires, on va dire, en termes de nombre en termes de trafic, mais on est sur ces notions-là. Donc on voit que ça va très très vite, et donc forcément le nombre de kilomètres va aller assez vite. C'est un multiple qui va nous permettre de voir quels sont les impacts derrière. Avec la même méthode d'évaluation, c'est l'équivalent de 3 minutes 20 secondes de visioconférence avec partage de vidéos sur mobile. Vous voyez, une visite de 5 minutes 28, c'est peu ou prou la même chose que la visioconférence de 3 minutes 20. Donc on est sur une échelle de temps qui est à peu près comparable, 5 minutes, 3 minutes. Voilà, donc une visite de e-commerce, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable à chaque fois qu'on va sur un site. Quand on regarde ces chiffres et la répartition par site, on voit que finalement, globalement, on retrouve un peu cette moyenne. Donc, on a un découpage qui est assez, on va dire, qui se situe autour de 0,5 grammes et de 3 grammes pour l'essentiel, on va dire, des sites. Et puis, on a quelques sites qui vont effectivement plutôt augmenter la moyenne, puisqu'il y en a qui vont jusqu'à plus de 3 grammes, plus de 10 grammes pour certains, d'ailleurs, pour un des sites qu'on a mesuré. Et donc, sachant que derrière une visite, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les sites n'ont pas le même temps de visite. Donc forcément, vous allez avoir un facteur multiplicatif qui va derrière jouer pour un site plutôt qu'un autre, puisqu'il y a des sites où on va peut-être passer 3 minutes et d'autres où on va passer plutôt 7 à 8 minutes. Donc, quand on regarde ce multiple, d'ailleurs, on a un rapport de 1 pour 5, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sites sur lesquels on va passer plus de temps que d'autres. Le top 100 e-commerce, donc sur les chiffres toujours, les impacts du top 100, quand on projette tous ces chiffres, en moyenne, un site web e-commerce, donc là je prends un seul site parmi le top 100, donc je le prends en moyenne, il consomme à peu près 23,8 tonnes d'équivalent CO2 sur un mois. Donc cette valeur est complexe à interpréter, mais c'est l'équivalent finalement de 21 millions de kilomètres parcourus en voiture. Donc ça, c'est pour l'ensemble des sites qu'on a. Donc c'est 21 millions de kilomètres quand on projette tous ces sites, ce qui correspond finalement à 531 tours de la Terre en voiture. Donc vous commencez à regarder que quand on projette toutes ces données, on arrive à des données qui sont effectivement assez monstrueuses et qui font que derrière, on a des données qui peuvent nous interpeller, en tout cas sur l'impact que peuvent avoir ces sites. C'est l'équivalent aussi de 19 636 véhicules moyens circulent en France, ou le parc d'une agglomération à peu près de 40 000 habitants. Voilà. Donc ça, c'est l'équivalent pour donc des consommations de tous ces sites sur une année. C'est bien sûr encore plus monstrueux puisqu'on est à 28,6 mégatonnes d'équivalent CO2 quand on projette tout ça sur une année, où on estime que le mois qu'on a pris de référence est significatif pour faire cette projection. Donc là, on commence à se rapprocher de données qui sont, on va dire, palpables et qu'on peut en tout cas rapprocher de consommations très importantes au niveau d'un impact environnemental. Quand on regarde par page, puisque là on était par visite, effectivement la visite, on prenait en compte le temps de visite, donc ce qui est un facteur bien sûr important. Hein. Plus on réduit le temps de visite sur un site et qu'on y a répondu au niveau de son consommateur, mieux c'est. Donc c'est intéressant de réduire ce temps de visite pour servir au mieux l'utilisateur et bien sûr traduire en termes commercial, on va dire, cette visite. Un indicateur qui est peut-être plus intéressant, puisque là, il va permettre vraiment de comparer les sites entre eux, c'est la page. Parce qu'une page, quand vous allez la consommer, vous allez pouvoir finalement comparer des sites entre eux, indépendamment du temps, indépendamment du temps de visite que vous allez avoir sur cette page. Donc, c'est un indicateur qui est intéressant et qui va permettre de faire des comparaisons. Donc, une page d'un site web e-commerce a un impact moyen de 0,36 grammes d'équivalent CO2, ce qui fait que quand vous
prenez un multiple de 1000 pages vues, vous avez un équivalent de 3,2 km d'un véhicule léger qui va être, on va dire, qui va être utilisé. Voilà. Une page, donc c'est un impact non négligeable, et c'est bien sûr dans les projectons qu'on va voir tout ça derrière. Quand on compare les chiffres globaux des pages entre elles, on voit qu'il y a une répartition beaucoup plus large de ces différents sites, avec finalement pas mal de sites qui se situent entre 0,5 et 0,2, on va dire, et qui effectivement permettent d'avoir cette moyenne qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, il y a des gros écarts qu'on voit qui sont encore plus importants que ce qu'on a vu sur la visite, puisqu'on a un écart de x68 entre finalement les sites web les mieux classés, on va dire, dans le e-commerce, donc qui sont peu nombreux, on va dire, et ceux qui sont vraiment très très consommateurs et qui vont jusqu'à 34 grammes d'équivalent CO2 pour leur impact carbone. La consommation de données est un facteur forcément, puisqu'on a vu que dans la traduction du modèle d'impact, on avait les mégaoctets qu'on projetait sur le data center et sur le réseau qui, derrière, vont forcément avoir un effet important sur la répartition des impacts et sur l'impact global. Ici, le facteur, d'ailleurs, c'est le facteur qui fait varier le plus finalement cet impact sur l'accès via un mobile. C'est un facteur qui va de 0,6 mégaoctets à 55 mégaoctets. Ça veut dire qu'effectivement, vous allez avoir ce qu'on retrouve ici sur l'impact et cette répartition, on va dire, de tous ces impacts de ces 100 sites, eh bien, il est surtout lié, il y a une forte corrélation avec la donnée qu'on va utiliser pour construire ces pages. La consommation d'énergie sur le device mobile varie, lui, d'un facteur à peu près de 4,7. Ça veut dire qu'entre un site qui est moins consommateur avec un site qui est plus consommateur, vous allez avoir un facteur quand même de 4,7, ce qui fait que pour certains utilisateurs accédant régulièrement, on va dire, à ces sites, vous allez avoir un facteur de dégradation de sa batterie, vous allez avoir des phénomènes finalement qui vont être palpables aussi par l'utilisateur, mais sur lesquels on va avoir moins de discrimination en termes d'impact sur l'ensemble de ces 100 acteurs. Quand justement on traduit finalement cette répartition entre les différentes parties, bien sûr sur la partie moyenne que représente ce site de e-commerce, on va avoir une répartition surtout qui va être liée au réseau. Finalement, le transport de cette donnée sur le réseau va avoir un effet beaucoup plus important, puisque c'est la responsabilité de 69% de l'impact des 100 sites de e-commerce qu'on a pu mesurer. Le reste est plutôt en deuxième partie la partie mobile, et la dernière partie c'est la partie serveur. Donc voilà. Donc c'est une répartition moyenne sur tous les sites, sachant qu'elle peut varier bien sûr d'un site de e-commerce à l'autre. Il faut savoir que par rapport à ce qu'on voit ici, si on avait effectivement introduit une part de PC qui se connecte dans notre modèle de projection, on aurait eu aussi des impacts qui auraient été probablement plus importants sur la partie device utilisateur et un peu moins sur les autres parties réseau et serveur en proportion. Quand on descend effectivement ensuite pour les différents sites, bien on vous a mis un petit peu les sites aujourd'hui, le top 5. Parmi ces 100, on voit qu'il y en a certains qui effectivement sont plutôt des bons élèves de l'impact environnemental. Donc je vais les citer: Hotel.com, Leroy Merlin, Microsoft, Naturabail et puis Air France, qui finalement en termes d'impact carbone ont montré qu'ils avaient effectivement une bonne gestion à la fois des mégaoctets, puisqu'on voit que globalement ils ont tous un score qui est plutôt bon, et puis ils vont avoir aussi une consommation sur je dirais la partie en smartphone qui va être faible. Donc ça permet aussi de faire des projections du total de tonnes équivalent CO2 par mois, si tout le trafic était bien sûr sur smartphone, puisque c'est l'estimation qu'on a fait dans cette étude, et on voit qu'effectivement les impacts varient en fonction bien sûr du trafic qui génère derrière, et un Leroy Merlin qui a beaucoup plus de trafic par exemple qu'un Hotel.com va forcément avoir un impact qui va être multiplié par ce temps de visite. Et donc forcément, moins cet impact est important sur la page que vous consultez, que vous allez ensuite projeter, et moins effectivement vous allez générer d'impact quand vous surmultipliez par l'ensemble des visites et l'ensemble des jours sur lesquels les gens vont venir se connecter. Donc voilà, bravo en tout cas à ce top 5, c'est notre premier top 5 du e-commerce qui montre aussi qu'il y a des acteurs qui en tout cas ont mis en place pour des raisons carbone ou pour des raisons de performance ce type de stratégie de finalement peu de données et une consommation faible sur le device de l'utilisateur. Quand on en prend effectivement un d'entre eux, là je focalise sur Leroy Merlin par exemple,
Alors, Leroy Merlin a obtenu le meilleur EcoScore. Nous avons chez GreenSpector, c'est un indicateur qui s'appelle un EcoScore qui va permettre de refléter on va dire l'impact ressources, énergie, et puis aussi la réponse à des bonnes pratiques qu'on va avoir dans une page web. Donc l'EcoScore ici, c'est le meilleur EcoScore. Il est de 81 sur 100 pour ce site e-commerce, donc c'est plutôt un bon score. Donc ça traduit le fait d'avoir respecté aussi des bonnes pratiques, d'avoir peu de consommation de mémoire, d'avoir peu de consommation CPU côté utilisateur. Donc globalement, tout est au vert, un peu de orange et quelques points rouges, mais globalement, l'EcoScore est très très bon. Quand on regarde la répartition pour Leroy Merlin, on voit que ici, c'est pas tout à fait la même répartition, mais la partie mobile prend plus de place que dans la moyenne générale, la partie serveur un peu moins et la partie réseau un petit peu moins que la moyenne également. Voilà. Globalement, l'équivalent de Leroy Merlin sur donc ces visites par mois, c'est l'équivalent de 161 675 km d'un véhicule léger pour un mois donné de consultation de son site e-commerce. Quand on regarde le flop 5, puisqu'on a aussi bien sûr des sites qui fonctionnent un peu moins bien, donc on a 5 sites qui sont classés donc à ces 5 dernières places dans ce top 100 e-commerce. Donc Adidas, Back Market, Micromania, Wish et Zara. Donc sont vraiment des sites sur lesquels on a remarqué des surconsommations, alors que ce soit côté device ou côté data. Donc ici, les totales d'équivalent CO2 montent assez vite, puisqu'on va jusqu'à 5,72 grammes équivalent carbone CO2 donc par page et par minute sur un smartphone, ce qui est beaucoup. Et ce qui est surtout dû ici pour ce site, Zara, à un chargement massif de données, peut-être un préchargement de données des articles qui fait que peut-être pour des raisons de navigation, peut-être pour des raisons de performance et de réduire la latence peut-être dans les pages sur les pages web, de précharger peut-être beaucoup de choses pour peut-être améliorer sa performance d'usage. Donc attention à ces stratégies de chargement de données, parce que derrière, côté utilisateur, ça se voit, et puis forcément, ça a un impact environnemental, là notamment sur la partie réseau et data center. Voilà, ce qui fait que derrière, quand vous multipliez à la fois pareil par le multiple de visites, là vous arrivez à des choses qui sont très très importantes et qui vous font passer dans des 130,36 tonnes pour Zara par exemple sur son site, ses sites e-commerce. Quand on regarde un des sites, alors j'ai pas pris Zara, j'ai pris Micromania, qui a aussi le moins bon EcoScore, donc 21 sur 100, donc pas mal de pratiques qui ne sont pas respectées, beaucoup de requêtes, de nombreux fichiers CSS dans la page, sans rentrer dans les détails techniques, qui vont provoquer aussi des surconsommations dans la page, surconsommation de données, surconsommation côté utilisateur, qui vont faire que derrière, forcément, votre impact environnemental sera plus fort. Donc ici, on a à peu près la même répartition, donc mobile, serveur et réseau, ce qui veut dire que voilà, on a du travail aussi sur l'ensemble de la chaîne et sur laquelle on va pouvoir ensuite avoir des plans d'action pour améliorer des choses. Donc ça correspond à 44 582 km d'un véhicule léger par mois. Voilà, ça veut dire aussi donc un tour de la Terre globalement par mois pour Micromania en véhicule léger. Quand on regarde donc par catégorie, puisque l'on était sur les sites, est-ce qu'il y a vraiment des tendances fortes, on va dire, des sites qui consomment plus que d'autres? On les a classés dans des catégories, donc et on essaye de voir s'il y a des choses qu'on arrive à ressortir. On voit que globalement, il y a quand même des tendances. On n'a pas toutes les catégories qui sont à peu près peu ou prou avec des bons élèves et des moins bons élèves. Globalement, on a des catégories de sites qui consomment plus que d'autres. Par exemple, la mode, l'ameublement, voilà, qui sont tout en haut de l'échelle. Et puis des sites qui consomment moins, donc l'automobile, loisirs, divertissement, bricolage, qui sont moins impactants, on va dire en moyenne, c'est bien une moyenne, sur l'ensemble de ces catégories. On a côté bon plan, j'en parle un peu moins, on a juste un seul site qui est classé, donc c'est vrai que on a, est-ce que c'est représentatif ou pas? En tout cas ici, voilà, on a préféré l'indiquer de manière à ce que ce soit clair. C'est pas représentatif finalement de l'ensemble de ces sites e-commerce, plutôt basé sur les bons plans entre personnes. La projection des gains, parce qu'effectivement, au-delà de dire ça consomme beaucoup, si on se projetait un petit peu, alors c'est une projection un peu simple, mais si on se projetait sur le site qui était le plus vertueux dans nos mesures, donc ça veut dire effectivement celui qui consomme 0,12 grammes d'équivalent CO2, qui a donc travaillé ses données, qui a travaillé l'impact côté utilisateur, on pourrait économiser 53%
de l'impact, c'est-à-dire 15 177 tonnes d'équivalent CO2 des impacts, soit plus de la moitié. Donc, ce qui correspond globalement à 4050 tours de la Terre en voiture, si finalement tous les sites qu'on a vus de ce top 100 finalement faisaient cet effort d'avoir un impact moins important et avoir le même impact que le meilleur de la catégorie, sachant que parmi les meilleurs de cette catégorie, on voit bien que le score peut encore être amélioré. Ça veut dire qu'on pourrait encore aller plus loin. Ils ont fait de nombreux efforts, mais vous voyez que ce score est probablement atteignable pour l'ensemble des sites, ce qui veut dire que derrière, on pourrait réduire l'impact de manière importante, au moins 53%. Quels sont du coup ces grands leviers d'amélioration de ces sites e-commerce? Les sites e-commerce donc peuvent réduire la volumétrie sur le réseau. On a vu que c'était un facteur bien sûr aggravant de leur impact et le facteur majoritaire. Donc bien sûr adapter le contenu au device et au type de connexion et qualité de connexion. N'envoyez pas un contenu trop lourd quand d'ailleurs vous allez avoir procuré de la latence. Donc il faut bien sûr adapter ce contenu en fonction des conditions dans lesquelles on y accède. Bien sûr, compresser ces contenus riches pour éviter de transporter des contenus qui ne sont pas compressés, qui vont prendre beaucoup de place. Mettre en place des caches utilisateurs pour éviter de recharger un contenu alors qu'on est déjà venu sur cette page. Donc ça, c'est important. Limiter le nombre de requêtes internes, surtout quand on ne les maîtrise pas. Est-ce qu'on maîtrise des affichages de publicité, par exemple? On ne maîtrise pas également un service externe qui va venir nous apporter un service, mais qui peut aussi dégrader, bien sûr, notre impact environnemental et la performance du site. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention aux préchargements non adaptés qui vont faire que vous allez charger beaucoup de données alors que l'utilisateur ne va pas forcément aller les consulter. On peut aussi réduire sur la partie device côté client, donc la consommation d'énergie et de batterie, bien sûr, puisque c'est la batterie qui va aussi être impactée par cet impact énergétique. Donc, permettre une interaction rapide dans les pages. Donc, effectivement, plus effectivement la page est accessible rapidement et dans laquelle je peux avoir une interaction, et bien plus je vais pouvoir aller vite finalement dans mon parcours. Donc on sait que le parcours va avoir un effet aggravant, on va dire, de la consommation sur le device. Réduction de la consommation de scripts dans les pages. C'est souvent les scripts qui consomment beaucoup de choses dans les pages, des animations 3D, des animations graphiques en général. Attention effectivement à ne pas en abuser et à faire attention à les mesurer, bien sûr, derrière pour savoir quels impacts ils vont vraiment avoir. La réduction des trackers, du monitoring aussi, on voit que c'est un facteur qui va avoir un impact aussi sur la consommation d'énergie et sur la performance. Les services externes qu'on ne maîtrise pas toujours et qui font derrière, on va aussi procurer de la consommation côté client. Réduction du temps de parcours, ça c'est bien sûr important. Donc essayer d'aller rapidement finalement sur la manière de procéder pour faire que l'utilisateur passe le moins de temps possible d'une certaine manière par rapport à un objectif donné. Et bien sûr, le reste, il y a aussi le design, le graphisme, les couleurs qu'on peut aussi optimiser sur les sites pour moins consommer. Comment faire le lien entre tout ce qu'on a vu sur la partie climat et le business? Parce qu'effectivement, on voit bien qu'il n'est pas toujours facile d'intégrer une démarche climat dans finalement des indicateurs de performance d'un site e-commerce où les enjeux sont souvent bien sûr financiers, la rétention, savoir effectivement transformer les e-shoppers effectivement en acheteurs. Donc il faut effectivement derrière se poser la question pour savoir comment on intègre ces données. Quand on regarde l'intérêt d'un indicateur d'impact carbone, est-ce qu'il est redondant avec un autre? Donc la réponse, par exemple, avec la performance, qui est souvent l'indicateur qui est regardé. Donc ici, on a pris 30 sites web pour faire des mesures complémentaires parmi ceux que vous avez vus, et on les a analysés pour voir si la performance et l'impact carbone étaient liés. En fait, il n'y a pas de lien. Quand vous regardez le graphique à côté de la projection de ces deux axes-là, pour ces 30 sites, nous avons effectivement aucune corrélation entre l'impact environnemental ou l'impact carbone et la performance d'un site, la performance d'affichage. Donc, attention effectivement à ces raccourcis en disant « je suis performant, donc je dois forcément limiter mon impact carbone ». Ce sont vraiment des choses bien différentes. Donc, c'est sûrement aussi un indicateur à part entière du pilotage d'un site web e-commerce. Ne vous contentez pas d'un indicateur de performance pour dire que vous êtes finalement un site qui impacte moins. Quelle corrélation également sur est-ce que l'évaluation carbone est suffisante? Eh bien, l'éco-score donc est intéressant à regarder puisque est-ce que quand on regarde un petit peu plus loin cet éco-score qu'on a intégré chez GreenSpector et puis cette évaluation carbone qu'on a projetée à partir des données de base de mégaoctets et finalement de consommation énergétique, on voit que finalement, on a un certain niveau de corrélation qui peut paraître satisfaisant. Bon, effectivement, on voit qu'il y a bien sûr des écarts par rapport à ces différents sites
par rapport à cette projection. Mais d'une certaine manière, on voit que l'éco-score peut être à la fois un bon indicateur, complémentaire finalement à la consommation, à l'impact CO2 qu'on a mesuré. Donc, c'est important de voir que effectivement, quand on fait une projection carbone selon la méthodologie qu'on a donnée, eh bien, on ne projette pas certaines zones métriques qu'on peut mesurer, comme l'utilisation de la mémoire, l'utilisation de la CPU, le nombre de requêtes, ni du respect. Ça, c'est des choses qu'on a du mal à intégrer dans les modèles qu'on a présentés. Et donc, c'est ça la complexité aussi des modèles de projection carbone, c'est que ça n'intègre pas des autres dimensions qui sont néanmoins quand même à intégrer, puisque si vous utilisez beaucoup de mémoire, par exemple, probablement à un moment donné, vous allez créer des défaillances, des plantages aussi côté utilisateur, ou pourquoi pas, le changement de son matériel, puisqu'il estimera qu'avec tout ce qu'il fait dans sa journée, il n'y a plus assez de mémoire sur son poste de travail ou sur son smartphone pour pouvoir naviguer correctement dans vos sites web. Donc, c'est des indicateurs qui sont beaucoup moins faciles à intégrer finalement dans un modèle carbone, mais qu'il faut forcément prendre en compte aussi pour éviter de créer de l'exclusion ou des impacts complémentaires ou des reports d'impact. Est-ce que les indicateurs de temps de visite et on va dire de nombre de pages vues est un impact est corrélé à l'impact carbone des sites? En fait, pas du tout, on pouvait s'en douter, mais d'une certaine manière, bien sûr, limiter quand vous allez projeter l'impact carbone à partir de vos visites, forcément, plus vos visites vont durer longtemps et plus forcément vous allez avoir un impact carbone important. Par contre, unitairement, chaque page, quand on la projette et quand on la compare ensuite avec ces impacts-là, on n'a pas de corrélation entre finalement des sites sur lesquels on a peu d'étapes et ayant des étapes qui consomment moins et donc cet impact carbone global. Inclusion business et carbone. Est-ce que effectivement, comment on lie les deux? Donc ici, c'est un site de e-commerce, donc de vente en ligne de montres configurables sur lequel je fais un focus, sur lequel on va voir que la dégradation de la qualité du réseau, l'encombrement d'un device ou d'un matériel all-tech, low-tech, impacte l'expérience utilisateur et peuvent exclure finalement l'utilisateur dans la transformation et dans la transformation du business de l'entreprise. Ici, effectivement, vous connaissez toute cette métrique de 53% des visiteurs qui abandonnent un site si ce dernier ne se charge pas en 3 secondes. Eh bien, c'est un petit peu la complexité à laquelle on est confronté, notamment quand on est sur mobile, puisque là, on ne maîtrise pas à la fois le device de l'utilisateur qui peut être effectivement encombré, qui peut être un peu all-tech, low-tech, et bien sûr derrière le réseau, forcément, il peut être en 3G, il peut être en 2G parfois, et qui fait que derrière, forcément, on va lui procurer une moins bonne expérience utilisateur. Dans le cas ici, en 3G, on est en moyenne sur ce e-commerçant à 6,4 secondes par écran. Donc on voit qu'on dépasse cette limite et forcément on crée une insatisfaction côté utilisateur et on l'exclut quelque part d'une certaine manière d'un business qui va bien se passer finalement d'une bonne relation, on va dire commerciale via le site avec lui. En plus, derrière, sur certaines fonctionnalités qui sont importantes, puisque je veux voir à travers ce site une montre, tout se fait finalement à l'intérieur de mon site, je vois que quand je dégrade mon réseau, que je passe en 3G, j'augmente de 7 secondes finalement son temps de parcours et finalement, d'une certaine manière, je vais occasionner une insatisfaction encore plus importante. En plus, sur ce site, impossible de naviguer en 2G quoi qu'il arrive. Par ailleurs, on note aussi que quand on utilise un smartphone moins puissant, on va perdre à peu près 20% en termes de temps d'affichage sur ce device. Donc on voit que ici, on va pouvoir lier l'inclusion business et l'impact carbone, puisque forcément en réduisant la volumétrie de données, en réduisant aussi l'intelligence qu'on embarque dans l'usage de son outil côté du device utilisateur, eh bien on va aussi provoquer une meilleure expérience utilisateur en termes de performance d'usage. Et donc forcément, moins de carbone derrière utilisé. Quand on projette sur ce même cas, on voit aussi qu'il y a une forte différenciation entre la façon dont il va se connecter. Est-ce que je me connecte en Wi-Fi ou est-ce que je me connecte finalement, par exemple, en 3G ici? Donc, c'est important de connaître la façon dont vos utilisateurs vont se connecter à votre site web pour pouvoir projeter ensuite des impacts on va dire, de votre e-commerce. Voilà. Et donc, ici, c'est important de voir que les connexions filaires, on va dire, du réseau 3G, 4G, etc., consomment en moyenne 5 fois plus que la consommation d'un réseau Wi-Fi, par exemple, domestique. Quand on regarde également les différentes étapes, puisque nous, on s'est arrêté sur une étape, et bien sûr, il faudra aller plus loin dans votre site e-commerce, on va voir que sur la moyenne, vous allez avoir à peu près un certain impact, et vous allez avoir peut-être un score, on va dire, représentatif de cet impact. Mais quand vous regardez dans le détail ici,
pour le nombre d'étapes qu'on a mesurées, qui sont de 12, on voit que derrière, toutes les étapes ne se valent pas. Vous allez avoir des étapes qui sont finalement en grande difficulté, sur lesquelles on va avoir un impact très important en termes de data ou d'énergie sur le device, et puis d'autres qui vont être bien satisfaisantes et qui vont permettre de répondre aux enjeux à la fois carbone et d'inclusion, par exemple, ici sur ce site. Donc attention, on doit mesurer des parcours plutôt qu'une page. Une page est représentative d'un état général, mais quand on veut effectivement aller vers des démarches d'amélioration, il faut aussi se lancer dans des démarches où il faut aller voir, bien sûr, derrière les étapes de ces parcours pour pouvoir avoir une meilleure capacité derrière à analyser et à améliorer. Sur la partie coût, puisque derrière, on pourrait aussi se poser la question de est-ce qu'il y a un coût à tout ça? Parce qu'effectivement, carbone, bon, on parle de taxe carbone, on parle de pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a aussi des coûts associés à tout ça? Ici, on a fait la projection sur un site de 14 millions de connexions par mois, sur laquelle on a travaillé. Et effectivement, on a identifié 10 parcours, qui sont les 10 parcours nominaux, un peu comme je vous les ai présentés avant, qui vont permettre ensuite de se projeter pour savoir où sont les gains intéressants, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Et quand on projette ces 10 parcours qu'on a corrigés après un certain nombre de temps passé et d'une charge qu'on s'était donnée, on va avoir effectivement derrière des gains qui sont intéressants, qu'on va pouvoir projeter. Ensuite, en carbone, on va pouvoir projeter ça en d'autres métriques, bien sûr, beaucoup plus techniques. Les gains qu'on a eu ici en cible étaient de 22% de l'énergie consommée en moins côté utilisateur sur ces parcours. On aurait pu aller plus loin. Après, il faut voir le coût effectivement associé à chaque modification, mais on a eu 22% de gains sur l'énergie consommée. Et puis, quand on regarde, on a eu beaucoup d'impact sur des choses qui étaient inutiles, inutilisées ou redondantes, et qui font que derrière, on a évité 74% des requêtes vers les serveurs internes essentiellement. Donc ici, quand on projette tout ça sur la masse, c'est une estimation moyenne, c'est une projection, on va dire, de tout ça. L'économie, on va dire, qu'on peut générer en potentiel, c'est 261 téraoctets par an à l'échelle d'une entreprise et d'un site, donc de 14 millions de connexions par mois. L'économie potentielle dans le data center, c'est, bien sûr, après, c'est une dimension qui est plus complexe à manipuler, mais on s'est projeté sur ce que faisaient les serveurs aujourd'hui et ce qu'ils pourraient faire demain. C'est à peu près 18 serveurs en moins sur les 60 qui permettent de gérer l'infrastructure derrière. Donc, on voit ici que c'est pas un indicateur business, mais ça permet aussi de dire on a aussi un business qui est à la fois plus scalable, puisque en cas de pic de charge, vous avez une meilleure scalabilité pour finalement accéder finalement à un bon niveau de service côté serveur, puisque vous allez moins l'encombrer d'une certaine manière de requêtes inutiles, mais vous allez aussi pouvoir lui faire bénéficier d'une infrastructure qui va être beaucoup plus light pour gérer le même nombre d'utilisateurs. Ça vous permet aussi d'absorber peut-être une croissance régulière de votre trafic en ayant une infrastructure qui va scaler, non pas avec des gros moyens, mais avec des moyens qui sont plus faibles. Voilà, dans le domaine hors domaine e-commerce, pour aussi mettre un peu plus je dirais d'équivalence avec ce qu'on voit dans d'autres domaines que le e-commerce, on va avoir dans le domaine des sites publics des choses qui vont commencer à arriver, puisqu'à partir du 1er janvier 2021, on va avoir dans les appels d'offres du service public encourager en tout cas le fait d'intégrer cette consommation d'énergie ressource quand on va fabriquer du logiciel ou qu'on va acheter du logiciel. Donc c'est des choses qui arrivent parce qu'on perçoit effectivement derrière qu'il y a des impacts énergétiques, des impacts carbone, et donc forcément ça arrive. Donc ça fait partie un peu comme l'accessibilité, des choses qui arrivent d'abord par exemplarité dans les domaines publics et puis qui se propagent ensuite de plus en plus après dans les sites privés. On voit aussi à travers la crise du Covid-19 et notamment l'explosion des contenus vidéo, que ce soit lié à de la visioconférence ou plutôt des contenus côté loisirs sur la vidéo en streaming notamment. On voit qu'aujourd'hui, on atteint les limites de nos infrastructures et que forcément, il faut légiférer, demander, ordonner finalement à ces acteurs de faire un effort comme Netflix, Amazon, Apple, Canal+, tous ces acteurs qui effectivement ont réduit leur bande passante en diffusant des programmes moins gourmands en termes de données. Donc là, ça permet à la fois de s'adapter, de réduire de réduire ces contenus, et ça permet de rebondir aussi, de dire que effectivement, on a cette notion de résilience qui permet d'avoir des à-coups forcément, des difficultés, mais pouvoir se dire mais on peut adapter aussi nos services et bien sûr les réduire en cas de besoin ici. Comment on met en place une stratégie bas carbone ?
Eh bien, d'abord, la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'il faut le mettre en place? Effectivement, vous avez l'intérêt particulier, vous l'avez vu, de dire je peux améliorer mon site, je peux être plus inclusif, je peux être plus performant, je peux, etc., etc. Mais bien sûr, il y a une démarche beaucoup plus générale, beaucoup plus engagée de l'entreprise qui doit aussi prendre sa part de responsabilité dans ses impacts. Et oui, bien sûr, il faut mettre en place une stratégie bas carbone. Communiquer sur quelque chose qui n'a pas de fondement ne va pas avoir de sens à la fois pour en interne comme en externe de l'entreprise. Donc, son site e-commerce doit intégrer bien sûr une stratégie de la gestion du carbone et une stratégie bien sûr bas carbone pour intégrer cette dimension de la planète. Donc, de nouveaux indicateurs à piloter, de nouveaux indicateurs à améliorer. Comment les valoriser en euros, pourquoi pas aussi, hein, comment les valoriser d'une certaine manière, et bien sûr dans la communication. Ici, un indicateur haut niveau comparable à d'autres domaines, l'équivalent CO2, et bien sûr le bon indicateur puisque c'est celui qui va pouvoir être partageable, qui est universel et qui va permettre finalement de se comparer dans son domaine, dans son écosystème, pouvoir communiquer vers ses clients sur un indicateur connu puisque c'est l'unité du système international. Mais cet indicateur, il peut être complété par un score complémentaire si on veut aller un petit peu plus loin pour avoir un indicateur de suivi au-delà de l'indicateur de CO2. On a bien sûr des indicateurs intermédiaires qui vont permettre de suivre de manière plus opérationnelle le sujet, qui vont permettre de peut-être aussi d'améliorer son modèle de projection. Donc la consommation d'énergie, la consommation de données sur le réseau. Sur le data center, quand on maîtrise son data center et ses requêtes, on peut aller un petit peu plus loin en ayant des données un peu plus du data center qui est propre à chaque entreprise. Donc ici, voilà ces indicateurs sur les trois parties du cycle qu'on a vu tout à l'heure. Et puis bien sûr les données d'entrée qui sont importantes puisqu'on va avoir tout ce qu'on a vu là, il faut bien sûr l'intégrer. On peut aussi bien sûr améliorer tout ça en développant par exemple les parcours qui vont permettre d'être projetés ensuite sur leur consommation énergétique par le nombre de visites. Voilà. Comment on pilote ces indicateurs? Eh bien, effectivement, il faut trouver le bon niveau, la bonne périodicité, donc la fréquence. Ceci va rentrer globalement dans les indicateurs de performance d'un site, en termes de traduction business, bien sûr, en termes d'autres indicateurs que vous pouvez déjà piloter dans votre site e-commerce. Il faut le piloter au bon niveau, avec bien sûr une fréquence. Comme c'est un indicateur qui ne change pas non plus tous les jours, il faut trouver le bon niveau, mais d'une certaine manière, il faut le piloter avec une fréquence. Ici, je propose de manière mensuelle pour qu'on ait bien sûr ne pas perdre la logique d'entraînement aussi, de dire mais c'est un indicateur qu'il faut qu'on surveille et pas un indicateur on verra 5 jours plus tard. Donc c'est important de le manipuler régulièrement pour l'intégrer aussi dans le collectif, on va dire, de tous ceux qui pilotent ces projets. Au niveau du product owner, en continu, hein, capter les écarts de changement. Donc là, au niveau opérationnel, il y a des choses plus fines à aller chercher. Ça peut être aussi plutôt du quotidien ou de l'hebdomadaire sur lequel on va faire des mesures sur ces indicateurs plutôt intermédiaires. Et puis bien sûr des mises en œuvre à partager, puisque le problème de l'impact carbone n'est pas juste un problème technique, c'est un problème de fonctionnalité, de design, d'ergonomie, des techniques. Donc il va falloir effectivement mettre tout le monde finalement un petit peu autour de cet animateur pour éviter que ce soit juste un indicateur pour la maîtrise d'œuvre qui va piloter cet indicateur dans son coin. Se fixer des objectifs, bien sûr, et intégrer des plans d'action dans les prochaines mises à jour pour essayer de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Donner une valeur business aux indicateurs environnementaux, ça c'est important. Qu'est-ce qui va relier finalement ce carbone avec mon business? Tout à l'heure, on a parlé d'inclusion business, on peut parler d'exclusion business, qui est peut-être plus facile à chiffrer. Tous les utilisateurs finalement qui sont venus et qui n'ont pas eu une bonne expérience, qu'on a perdu parce qu'ils avaient finalement un temps de connexion ou parce qu'ils avaient des choses qui étaient finalement pas de bonne qualité. Effectivement, on peut avoir des statistiques qui permettent d'aller chercher ces données et qui vont permettre de dire, bah voilà, je vais qualifier que un taux d'abandon, par exemple, peut être quelque chose qui va me permettre de valoriser tout ça en taux de conversion derrière et qui va me permettre derrière de le valoriser en euros, peut-être perdus, et qui va permettre aussi de mettre en regard finalement la démarche carbone finalement d'efficience, de frugalité en regard de quelque chose qui peut correspondre à du business et du chiffre d'affaires. Bien sûr, il y a l'image de marque qu'on va bien sûr intégrer dans ces indicateurs-là. Est-ce que, à travers mon site e-commerce, je renforce mon image de marque et d'implication dans ces démarches bas carbone? Et bien sûr, il y a le risque
capacitaire? Est-ce que je suis en capacité d'intégrer des nouveaux utilisateurs à des moments où j'ai des pics de charge? Peut-être en ayant un service plus frugal, ça me donne plus de capacité à répondre et donc à éviter le risque de surcharge et de plantage peut-être dans des moments où effectivement derrière on a des volumes importants. On peut aller plus loin, voilà, dans la communication, hein, une fois qu'effectivement on a mis en place tout ça. Communiquer sans avoir rien à dire ou ne pas s'être impliqué vraiment dans le sujet, ça ne sert à rien. Donc il faut communiquer bien sûr sur ses engagements, objectifs à atteindre, etc. Les réductions d'impact, les résultats obtenus, compenser son e-commerce, pourquoi pas aller plus loin en disant pourquoi pas un site e-commerce digital carbone neutre, hein, étiqueter le site, hein, voilà, ça peut être aussi des manières de voir comme on sait qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les produits, on va dire, à sens, ça vaut le coup effectivement de mettre aussi en valeur cette exigence que vous vous êtes donnée de faire un site bas carbone dans votre e-commerce. Donc étiqueter le site, on peut même aller plus loin. Donc là, ça passe dans le cadre d'une communication qu'on va pouvoir avoir en interne et bien sûr en externe, des deux côtés. Et pourquoi pas mettre en place, comme on l'a fait au Crédit Agricole avec les équipes internes, de mettre en place des labels internes qui vont permettre de récompenser et d'entraîner en interne les équipes, aussi de valoriser cette démarche d'une certaine manière pour qu'elle soit reconnue et suivie pour effectivement, d'une certaine manière, engager plus de monde en interne, les salariés, mais aussi communiquer, sachant qu'effectivement, ce sujet d'une implication dans le carbone est un sujet qui prend de plus en plus de sens, à la fois dans les produits qu'on vend sur les sites e-commerce, mais aussi dans le sens de tous les jours. Et on le voit bien aujourd'hui dans le cadre de la crise qu'on vit, que ces démarches de reconstruction nous tendent aussi vers une plus grande frugalité, plus de local, plus de choses qui vont avoir du sens pour les consommateurs. Voilà, en conclusion, la stratégie bas carbone, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, je suis pas le, je suis pas on va dire le seul effectivement à positionner finalement cette stratégie, on va dire carbone, dans la construction ou la reconstruction de nos modèles économiques. Effectivement, voilà, donc c'est aussi un sujet qui va probablement traduire et qu'on ne voit pas qu'en France. Bien sûr, c'est un sujet planétaire et sur lequel effectivement le fait de bâtir une stratégie bas carbone, y compris pour son e-commerce, vraiment prend du sens. Voilà, je vous remercie. C'est la fin de ce webinaire. Vous pourrez retrouver sur notre site effectivement l'étude détaillée du top 100 e-commerce. Vous avez ici l'URL et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Thierry, tu m'entends? Oui. Alors, on avait deux questions. La première, est-ce que les facteurs cachés ne peuvent pas fausser les résultats? Complexité de l'architecture fonctionnelle, PUE du data center, taux d'utilisation des machines. Oui, exactement. Je l'ai précisé en introduction de ce sujet. Effectivement, quand on va aller plus loin dans l'évaluation carbone, il faut introduire un modèle plus sophistiqué. Ici, on est à l'extérieur de l'entreprise. On est obligé de partir sur des métriques puisqu'on n'a pas toutes les données de ce top 100 e-commerce et en général des sites sur lesquels on travaille, sauf quand on est en interne avec les équipes pour effectivement améliorer l'impact carbone et les métriques, on va dire des data centers, des complexités d'architecture effectivement qu'on peut avoir et auxquelles on va pouvoir accéder quand on est à l'intérieur de l'entreprise versus extérieur. Donc oui, bien sûr, il y a forcément un biais qu'on prend dans cette étude, mais ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, d'avoir une démarche qui est claire et transparente. Et ensuite, bien sûr, pour aller plus loin, travaillons sur des parcours, améliorons les facteurs d'émissions qui sont liés bien sûr au SI interne, etc., etc. Seconde question. Est-ce que vous avez, pour des clients, déjà analysé la partie exploitation côté fournisseur de services, log, monitoring, admin, support? À défaut, sauriez-vous estimer un ratio impact utilisateur, impact exploitation? Alors, on a effectivement fait des études qui vont un petit peu plus loin. Après, c'est toujours des cas très particuliers. Donc oui, on peut intégrer d'autres facteurs. Ça répond un petit peu aussi à la question précédente. Il faut aller un petit peu plus loin dans l'estimation de ces données avec le client.
qui va permettre ensuite de pouvoir se projeter, de savoir quels sont les facteurs impactants aussi. Passer beaucoup de temps sur un sujet alors qu'on sait que l'impact est moins important, il faut trouver aussi le bon dosage du temps. Hein. C'est aussi la problématique. Tout comme on ne va pas modéliser l'ensemble des parcours utilisateurs d'un site, il peut y avoir des cas d'exception, il peut y avoir des parcours bis, il peut y avoir des choses qui sont un peu moins importantes, où on passe un peu moins souvent. Ça ne sert à rien de tout modéliser. Vous allez passer beaucoup de temps. Après, il faudra analyser tout ça. Et d'une certaine manière, une stratégie 100% couverte d'un site ou de l'ensemble des indicateurs, alors que vous avez surtout des endroits où vous passez souvent, ou des choses qui sont vraiment sur la ligne importante des usages, c'est ça qu'il va falloir attaquer. Donc ensuite, dans la chaîne, il faut effectivement regarder derrière un ensemble de paramètres et il faut faire le lien entre les cas d'usage principaux et puis tout ce qui va être utilisé dans l'infrastructure derrière, exploitation, réseau, data center, etc. Pas d'autres questions, Thierry. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre présence et puis bonne journée à vous.